Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour François. Bonjour Mickaël. François d'Archambault, on se retrouve. Je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu fais partie de la commission scientifique de la LIFRAS. Tu travailles aussi pour le service public de Wallonie et tu es en charge de la surveillance de l'état écologique des rivières et des plans d'eau. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de l'anguille pour une deuxième fois. C'est notre deuxième épisode sur l'anguille. Alors, pour rappel, c'est un poisson migrateur qui nous vient de la mer des Sargasses et pourtant qu'on retrouve dans nos cours d'eau, dans nos plans d'eau. Alors, elle était larve, elle est devenue civelle, et puis quand elle est chez nous dans nos cours d'eau, c'est une anguille jaune. C'est bien cela ? Une espèce extraordinaire avec un mode de vie très particulier. On a beaucoup de choses à raconter sur elle. Alors, cette anguille jaune, première question, est-ce qu'elle vit longtemps chez nous ? Alors, elle peut vivre 20-30 ans jusqu'à avoir une prématuration sexuelle, où là, si elle en a la capacité, elle va se métamorphoser pour une deuxième fois, afin d'acquérir les organes sexuels et se transformer, être prête à affronter le milieu marin. Mais tous les individus ne le feront pas. Certains individus sont coincés dans l'environnement où ils sont et vont rester anguilles jaunes toute leur vie. C'est malheureusement le cas des anguilles qu'on a dans nos carrières. Alors, tu parles d'anguilles dans nos carrières, mais comment est-ce qu'elles arrivent dans nos carrières, ces anguilles ? Deux hypothèses. Soit quelqu'un les y a mis parce qu'il avait envie que les plongeurs la voient, mais il faut savoir aussi que c'est une espèce qui est capable de se déplacer sur Terre. Ah bon ? Oui, c'est une espèce amphibie. Elle peut sortir de l'eau et passer les obstacles qui la gênent dans son déplacement, dans sa migration. C'est ce qui lui permet probablement de passer les seuils, les barrages lorsqu'elle remonte les cours d'eau, mais c'est ce qui lui permet également d'atteindre des étangs, des mares qui ne sont pas connectés par des rivières. Mais comment fait-elle ? Parce que voilà, dans l'eau, j'imagine qu'elle a des branchies pour respirer, mais quand elle est sur Terre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors évidemment, elle préfère vivre dans l'eau, mais elle n'hésitera pas à sortir de l'eau pour franchir un obstacle, franchir un seuil, un barrage ou atteindre un étang, une mare qui l'intéresse. Et donc elle fera ça préférentiellement la nuit parce qu'elle doit garder sa peau humide, peau qui est richement vascularisée et qui lui permet de capter l'oxygène présent dans l'air. Et donc, elle ferme en fait sa cavité branchiale. Si tu as la chance de l'observer un petit peu de près, tu verras que sa fente branchiale est très petite. Ça lui permet de la fermer complètement lorsqu'elle sort de l'eau de manière à ne pas se dessécher, ne pas perdre son humidité. Et cela lui permettra ainsi de se déplacer dans le milieu terrestre par une reptation de son corps, comme le ferait un serpent. Et pourquoi donc cette anguille va passer d'un cours d'eau à un plan d'eau ? Oui, donc c'est une espèce, on l'a dit d'abord, qui est extrêmement migratrice. Donc elle part des estuaires, elle doit remonter dans les cours d'eau. Ne fût-ce que pour arriver en Wallonie, elle doit déjà parcourir 340 km. Il y a déjà une dizaine de barrages à franchir à ce niveau-là. Alors elle le passera parfois par des échelles à poissons que l'homme a créées, mais elle pourra également passer par ses berges si c'est nécessaire. Une fois qu'elle est arrivée chez nous, elle peut coloniser l'ensemble des milieux. C'est souvent une espèce dont sa distribution, on dit qu'elle est densité dépendante. Elle dépend de la densité d'autres individus qu'il y a autour d'elle. Et donc si elle trouve qu'ils sont trop nombreux là où elle vit, elle va essayer de trouver d'autres habitats, d'autres endroits pour aller. Et c'est peut-être ainsi qu'elle a atteint certaines de nos carrières. Alors j'imagine aussi qu'elle se déplace pour trouver plus de nourriture. C'est vraiment son moteur. C'est une espèce carnassière. Elle a besoin de se nourrir. Elle essaie de grandir rapidement, donc elle a besoin de beaucoup de nourriture. Tu dis que c'est une espèce carnassière. Est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu opportuniste ? Oui, c'est un carnassier opportuniste. Donc elle a une bouche faite pour la prédation. Elle possède de 200 à 400 dents. Et surtout, elle a un odorat extraordinaire. Tu parles d'un odorat. Alors j'ignorais que les poissons pouvaient avoir un odorat pour chasser. Oui, c'est vrai que c'est curieux parce que nous, évidemment, l'odorat, on l'associe à l'air, à des molécules volatiles qui se déplacent dans l'air, mais ça se passe de la même façon dans l'eau. L'eau transporte également des molécules de différents types qui peuvent être perçues par des organes sensoriels comme l'odorat. Et donc, si tu regardes à nouveau la tête de cette anguille, tu verras deux paires de fosses nasales. Alors, à notre différence, le nez n'est pas ventilé par la respiration, donc c'est pour ça que les fosses nasales chez les poissons sont par paires, un pore inhalant et un pore exhalant. Et l'anguille a un odorat bien supérieur à celui du chien, par exemple. Ce qui va lui permettre, la nuit, puisque c'est une espèce à ce moment-là nocturne, d'arriver vers sa proie ou le cadavre qui l'intéresse. L'anguille, je pense que j'en ai vu une fois sous l'eau, mais c'est quand même pas très grand. Quelles sont ses proies ? C'est vrai que c'est difficile d'estimer sa taille quand on la voit, parce que généralement, c'est juste un petit peu sa tête qui dépasse d'un trou dans lequel elle s'est cachée. Mais l'anguille peut être beaucoup plus grande que ça. Elle peut faire jusqu'à 1 mètre de longueur.
Et donc, c'est une espèce opportuniste, on l'a dit, elle va capturer un petit peu tout ce qu'elle trouve, elle aime chasser les insectes, de petits crustacés, y compris des écrevisses si elle en trouve, ça j'imagine qu'elle peut s'en régaler, mais elle va également s'attaquer à des petits poissons, des mollusques, comme les moules qui sont dans nos carrières. On peut peut-être rappeler aussi que c'est une espèce qui, à un moment de sa vie, ne va plus rien manger du tout. Oui, c'est vrai. Donc là, nous, quand nous la connaissons, c'est une anguille dite jaune, et puis elle va, à un stade de sa vie, rentrer en métamorphose pour se transformer, devenir une anguille argentée. Il y a différentes choses qui se passent dans son corps à ce moment-là, mais entre autres, son tube digestif disparaît, donc elle ne s'alimente plus. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle entame son parcours retour vers la mer des Sargasses pour s'y reproduire. Elle descend donc nos cours d'eau. Et on dit dans ce cas-là que c'est une espèce, Michael ? Catadrome. Oui, très bien. À l'inverse du saumon qui, lui, remonte les cours d'eau pour se reproduire et qui est donc une espèce... Anadrome. Oui, c'est bien ça, très bien. Et donc, pour reprendre notre anguille, une fois qu'elle a entamé sa migration vers l'aval, elle va retourner vers la mer des Sargasses pour s'y reproduire et puis mourir. C'est une espèce opportuniste. Moi, j'ai l'impression que, elle peut trouver relativement facilement une alimentation, mais pourquoi donc est-elle menacée ? On a un petit peu décrit son cycle de vie dans l'épisode précédent. Tu te souviens que c'est une espèce qui effectue des migrations considérables, une à l'aller, une au retour. C'est une espèce qu'on dit panmictique. L'ensemble des individus reproducteurs se retrouvent au même endroit dans la mer des Sargasses pour s'y reproduire. Et donc, ce qui se passe là-bas, mais également tout ce qui se passe sur leur trajet, aller-retour, aura un impact sur les populations qui vivent chez nous. Et donc, différentes menaces pèsent sur cette espèce. On pense aux menaces directes ici chez nous, la banalisation de l'habitat, les pollutions des cours d'eau, tous ces barrages artificiels à devoir traverser. Mais ce qui se passe également dans l'ensemble de l'océan Atlantique et sur les côtes ont un impact direct sur elle également. Je pense par exemple à la pêche commerciale qui est toujours autorisée dans beaucoup d'estuaires européens, a une influence directe sur le nombre de petites civelles qui rentrent dans les estuaires et vont pouvoir repeupler nos cours d'eau. Il n'y a pas de directive européenne qui la protège ? Pas de directive directement, mais un plan réglementaire, le plan européen depuis 2007 pour préserver cette espèce et qui amène les différents États membres de l'Union européenne à prendre des mesures de conservation. La première des mesures de conservation qu'on a fait en région wallonne, c'est d'interdire sa capture. Donc aujourd'hui, on ne peut plus capturer une anguille pour la consommer, mais même aussi simplement pour la déplacer. Donc si tu voulais repeupler ton plan d'eau favori d'anguille, tu ne peux pas le faire. Oui, donc moi je pensais qu'on ne pouvait plus pêcher l'anguille, et donc ici en Europe, il y a encore des pays qui ont cette pratique ? Oui, et ce sont des quotas nationaux qui sont définis librement, il n'y a pas de régulation européenne à ce niveau-là, donc il y a encore beaucoup de pays européens qui la capturent, qui en font le commerce, ou qui en font l'élevage en vue d'un commerce futur, malheureusement. Par exemple, des exemples malheureux plutôt, oui. Donc la France maintient des quotas de pêche très importants, de civelles en particulier dans les estuaires, civelles qui peuvent être consommées directement. L'Espagne, par exemple, est une très grande consommatrice de civelles, mais parfois ces civelles sont aussi simplement exportées dans des pays où on va faire le grossissement des anguilles. C'est le cas de manière surprenante des pays nordiques comme la Hollande ou les pays scandinaves qui en font l'élevage en vue de leur alimentation, mais un nombre également très important de tonnes de ces civelles sont exportées en Asie, au Japon, en Chine pour en faire l'élevage. Tu nous as pourtant dit dans l'épisode précédent qu'on ne connaissait pas son mode de reproduction, donc comment peut-on ici proposer des civelles à l'exportation ? Oui, ce serait le rêve des pisciculteurs, c'est d'arriver à maîtriser l'ensemble du cycle de vie de cette espèce qui est source d'un business mondial considérable. À défaut de pouvoir maîtriser sa reproduction, on capture des jeunes dans le milieu naturel, des jeunes civelles qu'on va simplement faire grossir dans des bassins artificiels. C'est un business lucratif ? Oui, je pense qu'un kilo de civelle se rémunère à peu près $1,000 sur le marché mondial. Certains disent que le transport, le commerce de civelle et l'engrossissement est un business plus juteux que le commerce de drogue. Pour revenir sur cette migration très difficile, puisque clairement il y a beaucoup d'obstacles à franchir pour survivre, est-ce qu'au niveau wallon, il y a des choses qui sont mises en place ou pas ? Oui, il faut peut-être d'abord que je te décrive l'état de la population wallonne. Alors, c'est une espèce qui, au XXe siècle encore, était très commune. Je suis sûr, toi qui es un fin gastronome, que tu connais quelques recettes à base d'anguilles. L'escabèche de Chimay, l'anguille au vert. Oui, voilà, c'est ça. Et recette qui existe toujours, mais aujourd'hui, on n'utilise plus d'anguille puisque c'est une espèce protégée. Mais donc, c'est une espèce qui était très commune, que nos grands-parents ont appris à cuisiner. Mais c'est une espèce dont on a vu une diminution drastique des stocks en Wallonie. Alors, par exemple, une façon d'estimer le stock, c'est de compter le nombre d'anguilles qui traversent des échelles à poissons. Donc, sur l'ensemble des barrages de la Meuse, par exemple, il y a des échelles à poissons qui permettent aux poissons de monter ou de descendre. Et ça permet de faire du suivi scientifique de manière relativement rigoureuse. Et c'est des choses qui sont pratiquées depuis des dizaines d'années. Et on a vu, par exemple, que le nombre d'anguilles qui traversent ces échelles de poissons a diminué de 99% en 30 ans. Ces échelles à poissons, au départ, c'était pas pour les saumons ?
Alors, pas uniquement, mais c'est vrai que c'était la source de leur création. Mais ces échelles à poissons sont mises à profit par l'ensemble des poissons qui ont besoin de se déplacer dans le cours d'eau. Toutes ces espèces potamodromes qui utilisent le cours d'eau, les grands cours d'eau pour se déplacer, on peut citer le brochet par exemple, ont besoin de ces échelles à poissons pour se déplacer. Et donc, ça permet à l'Université de Liège de faire des suivis des scientifiques depuis des décennies et en comptant ainsi les différentes espèces qui parcourent ces échelles. Et c'est ainsi qu'on sait que la population d'anguilles qui traverse ces échelles à poissons a diminué de 99% lors des 30 dernières années. François, j'imagine que ces échelles sont utilisées dans les deux sens, pour venir de la mer des Sargasses ou bien pour y retourner quand l'anguille est devenue argentée. Oui, alors ces échelles sont d'abord construites pour la montaison. Elles sont surtout utilisées par toutes ces espèces qui ont besoin de remonter le cours d'eau et qui se trouvent devant l'obstacle de vannes infranchissables. Et donc elles sont attirées par cette eau qui s'écoule latéralement dans ces échelles à poissons et y remontent. Pour la dévalaison, c'est plus compliqué. On pourrait également utiliser ces échelles pour redescendre, mais souvent elles ont tendance plutôt à profiter de la lame d'eau débordante au-dessus des vannes, voire même, et c'est plus dramatique, à rentrer dans les turbines hydroélectriques de ces barrages pour redescendre. Alors je dis que c'est plus dramatique parce que ces turbines sont responsables d'une mortalité de l'ensemble des poissons qui y passent, mais en particulier des anguilles qui, à cause de leur longueur, se font plus facilement déchiqueter. Est-ce qu'on est proactif en Wallonie pour la sauvegarde de cette espèce ? Oui, alors on essaie de l'être, on essaie de contribuer au financement de différentes études de recherche en premier lieu. On essaie de mieux comprendre les endroits où on peut essayer de maintenir les populations. Et donc une stratégie est d'aller chercher des civelles dans les estuaires où des quotas de pêche sont autorisés, donc en France par exemple, et de redéposer ces jeunes civelles, ces petites anguilles dans nos cours d'eau. Alors, c'est le fruit de recherche scientifique. L'Université de Liège, en particulier, s'intéresse à différents types de cours d'eau et essaye de mieux comprendre les conditions dans lesquelles on doit déverser ces jeunes anguilles, ces petites civelles, afin qu'elles s'y développent le mieux. Dans quel cours d'eau, par exemple ? Alors, la région wallonne essaye de réintroduire ces civelles dans l'ensemble des bassins versants wallons, mais les recherches qui sont menées sont plutôt menées, elles, dans le bain du bassin Amosan, dans ces affluents qui arrivent en Basse-Meuse, donc je pense à la Vesdre en particulier, où des recherches sont menées, mais également dans la Bérouine et dans la Gueule. François, on se rend compte donc que c'est une espèce qui a quand même beaucoup d'obstacles pour sa survie, mais si elle se déplace, si elle nous vient de la mer des Sargasses, elle retourne sur un lieu d'origine particulier ? Non, son lieu d'origine, comme on l'a vu, c'est la mer des Sargasses, et on pourrait imaginer qu'elle remonte là où ses parents ont grandi, par exemple, mais non, c'est pas du tout le cas, puisque c'est une espèce à la reproduction panmictique, l'ensemble des géniteurs se reproduisent en un même lieu, et donc c'est vraiment la pression exercée par la densité de ces congénères qui fait qu'elle remonte un petit peu au hasard comme ça. 99% de l'espèce qui a disparu depuis 30 ans, c'est dramatique cela. Oui, on est vraiment inquiet quant à sa survie à long terme dans notre territoire. Alors c'est une espèce à la distribution mondiale, donc c'est pas parce qu'elle disparaît chez nous qu'elle ne sera pas présente ailleurs et qu'elle ne pourra pas revenir un jour, mais c'est quand même dramatique parce qu'elle a un rôle dans l'écosystème, dans nos rivières. Nos rivières ont des populations de poissons, d'insectes, d'invertébrés qui ont évolué en présence de cette anguille. Donc chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est dommage pour les équilibres de l'ensemble de l'écosystème. Et donc c'est une espèce qu'on vient de classer au niveau local, au niveau wallon, en danger critique d'extinction. François, est-ce qu'on peut quand même espérer une amélioration de la situation ? Des efforts sont menés au niveau européen. L'ensemble des États membres suivent ce règlement européen de réhabilitation de l'anguille. Donc des efforts sont menés un petit peu partout. Alors, comme toutes les grandes questions écologiques, est-ce qu'on va réussir ce combat-là ? Je t'avoue que je le souhaite. Nous, en tant que plongeurs, on peut faire quelque chose ou pas ? On peut d'abord l'admirer, on peut la comprendre, on peut raconter les anecdotes liées à son mode de vie lors du débriefing. La première des choses, c'est de raconter que l'espèce qu'on voit là a déjà parcouru 6000 km pour nous rejoindre. Et je pense que si on arrive à émerveiller les yeux de nos plongeurs, on a déjà fait une grande partie de ce qu'on peut faire nous à notre niveau. Merci en tout cas pour nous avoir permis de découvrir ce poisson extraordinaire qu'est l'anguille. Merci aussi de nous avoir sensibilisés. Et on espère aussi se retrouver une prochaine fois. François, à bientôt. À bientôt, Michael. C'était un grand plaisir. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!